Tiens, quel est le point commun entre R. Kelly et un Boeing 737 MAX? Eh ben, c'est que les deux se crashent alors qu'ils believe he can fly. Trop tôt. Et c'est là que j'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes du crash de l'avion en Éthiopie, du crash il y a quelques mois en Indonésie, sur le même modèle d'avion, un Boeing 737 MAX, et quand je lis que le constructeur d'aviation, un multimilliardaire, savait que son système anti-décrochage était défaillant, mais s'est tu pour éviter des surcoûts. Et bien c'est là que j'ai envie d'opposer ce Boeing 737 MAX, le Punisher MAX, que ce soit le run d'Ennis ou le run d'Aaron, à commencer par celui d'Ennis, les deux sont parmi les meilleurs runs qui se sont faits sur le personnage de Marvel. Et il y a d'ailleurs un arc où Castle s'attaque à un patron d'entreprise qui fait n'importe quoi pour le profit. Bref, trêve de blabla, bienvenue sur Comi Airline. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'industrie du comics et de ses dérivés, le JT Comics, le 183e. Et tout de suite, en toute sécurité, on passe aux news de la semaine. DC veut Alan mort. Oubliez Tupac, Biggie, Eminem, MGK, Booba, Carteron, Caris, tous des tocards, sauf Tupac, Biggie et Shady. Le vrai clash du 20 et du 21e siècle, c'est DC versus Alan Moore, et j'ai l'impression que les premiers font tout pour que le second fasse un infarctus. J'ai déjà chroniqué ici le feuilleton des mésaventures qui oppose le scénariste de génie de V pour Vendetta, de Watchmen, d'Halo Jones, Something Miracle Man from Hell, bref, à l'éditeur qui rédigeait les contrats qu'il aurait très certainement dû mieux lire. Pour la faire courte, Alan Bruce Banner Moore veut simplement qu'on laisse ses œuvres tranquilles, qu'on arrête de faire des préquels, des sequels, des séries sur Watchmen, dont l'univers est intégré à celui des super-héros de DC désormais. Et pour tous ceux qui diraient qu'il crache dans la soupe, je rappelle que ce monsieur a su dire non à des millions de dollars en refusant ses royalties sur les adaptations ciné, royalties qu'il a remis à ses co-créateurs dessinateurs. Bon, du coup, depuis Watchmen, il ne veut plus travailler avec DC, auprès desquels il s'est senti trahi. C'est ça le problème quand tu mélanges l'affect avec le travail et le pognon. Mais DC semble avoir du mal à lâcher Alan Moore, et surtout ses créations qui sont très lucratives. Et par exemple, quand Jim Lee, qui était à la tête de sa maison d'édition indépendante Wildstorm, propose aux Britanniques de venir créer son propre label, America's Best Comics, ce dernier répond oui. En plus, on lui dit qu'il pourra choisir ses dessinateurs, donc il appelle tous ses potes. C'est là par exemple qu'il a créé Promethea ou Tom Strong. Et si vous avez justement pu lire l'excellent Tom Strong chez Urban Comics récemment, c'est parce que DC a laissé les choses s'installer quelques mois et puis est venu toquer à la porte de Jim Lee avec une grosse mallette d'argent. Ils ont racheté Jim Lee. Et donc Alan Moore, qui s'est retrouvé un petit peu piégé parce qu'il ne voulait pas annuler le taf qu'il avait promis à ses collègues dessinateurs. Donc il a laissé son ennemi, entre guillemets, à racheter encore quelques créations originales à son catalogue. Et la dernière en date, c'est DC qui est en train de préparer l'accompagnement papier de la série HBO Watchmen. Et vu que Watchmen fait partie des romans graphiques les plus achetés chaque année, tout le monde commence à l'avoir et en 46 versions différentes, donc il faut qu'ils innovent et qu'ils trouvent autre chose. Et donc il crée le sous-label promotionnel Road to Watchmen, donc le chemin vers Watchmen, qui réunit les aventures des héros qui ont inspiré Alan Moore pour les personnages de Watchmen. Et ici c'est The Question and Blue Beetle, donc respectivement Rorschach et Night Owl. Mais on sait qu'il y aura aussi d'autres personnages du catalogue de Charlton Comics tels que Captain Atom et d'autres. Alors je suis complètement partagé, parce que d'un côté je me dis que c'est complètement dégueulasse de nous coller le logo Watchmen à n'importe quelle sauce pour nous vendre des comics, et de l'autre je me dis que si ça peut permettre de découvrir les travaux de l'excellent Steve Ditko, un co-créateur ou créateur pour certains de Spider-Man, et ben c'est pas si mal que ça. Donc voilà, à chaque fois que j'y réfléchis, petite rupture d'anévrisme. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas à dire, Alan Moore et DC sont deux génies, l'un pour faire des histoires, l'autre pour faire des embrouilles. En plein dans le mille. Aïe aïe aïe, la flèche est partie en plein cœur, et malheureusement pour les fans de la série Arrow, celle-ci est annulée. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais non, elle n'est pas annulée, peut-être qu'elle est juste arrêtée, mais est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, à part Breaking Bad, des séries qui se sont dit non là, on cartonne un petit peu trop, on amasse trop d'argent, on va arrêter là. Ajoutez à ça le fait que l'ultime saison 8 n'aura que 10 épisodes, ça sent mauvais l'annulation, un petit peu comme quand ton rencard part avant le dessert, quand tu lui paies un petit restaurant tout classe. C'est jamais bon. Reviens, tu n'as pas touché à ton McFlurry? Bon, en tout cas, la vasectomie intervient après qu'Arrow ait donné naissance à tout un univers étendu de séries télé. Peut-être lui, le véritable DC EU. Donc il peut ranger sa flèche au carquois en toute sérénité. Et quant à ceux qui seraient en manque, ils peuvent aller lire ou relire les comics de l'Archevert, puisque entre Kevin Smith, oui, Mike Grell, Meltzer, Lemire, Winnick, il y a toujours un scénariste pour taper en plein dans le mille. Captain féministe?
J'ai vu Captain Marvel, et j'ai vu aussi que certains l'avaient catalogué comme film politique et regrettent que Marvel Studios prenne cette direction. Bon, je me dis qu'ils n'ont pas dû voir l'aspect politique d'un marchand d'armes américain repenti qui décide de privatiser la paix mondiale et d'aller casser du cul de talibans tout seul comme un grand dans Iron Man. Ils n'ont pas dû voir la critique ouverte de la surveillance de l'État dans The Winter Soldier, qui reste pour moi en tout point l'un des meilleurs films de l'usine à blockbuster qu'est le MCU, de la part de qui il faut pas non plus attendre des trucs d'une profondeur extrême. Certains diront que c'est abyssal, mais bon, une critique de l'État un peu trop intrusif qui se poursuit d'ailleurs dans Civil War. Je ne parlerai pas non plus de la forme d'impérialisme qu'on trouve dans Thor, dont le peuple d'Asgard est chargé de veiller et de remettre de l'ordre sur les 9 mondes. Et vu le bordel que c'est avec les gilets jaunes, à mon avis, ils sont coincés avec les géants des glaces. Moi je vous le dis. Bref, il y a plein de thématiques politico-sociales sous-jacentes au MCU et je ne vais pas vous parler de l'aspect politique d'un Captain America, je vais pas insulter votre intelligence. Du coup, soit ils ont vu que Captain Marvel, soit ce n'est pas tant la politique qui les dérange, mais le féminisme qui, soi-disant, dégoulinerait de ce film. Et c'est là que je me dis qu'on n'a pas du tout vu le même film. Et croyez-moi, IMAX 3D, plus lunettes, 19,20€ la place, je l'ai bien regardé le film, à 2h05, je l'ai cligné les yeux que 2 fois, on rentabilise. J'ai effectivement vu une super héroïne, une femme, et croyez-moi je sais les reconnaître, il y en a plus de 3,5 milliards sur Terre, mais si vous vous attendez à voir le biopic d'Olympe de Gouges ou de Simone de Beauvoir, vous allez être un petit peu déçu, et si vous pensez que le féminisme moderne se résume à Captain Marvel, ça ferait de notre civilisation une bien piètre retardataire en matière d'inégalité entre les sexes. Déjà que je n'ai vu pour ma part aucune propagande dans le film Captain Marvel, à part un petit peu pour l'armée de l'air américaine, et encore moins du féminisme radical, parce que je peux vous assurer que le film aurait eu une toute autre gueule s'il avait été dicté par cette idéologie particulière. Et j'ai entendu des radicaux justement dire qu'à un moment on voit quand même Nick Fury faire la vaisselle, donc voilà, c'est de la propagande féminazie. Bon, j'ai bien rigolé, je me suis tâté, je me suis chauffé à surenchérir, à marquer « N'ayez crainte, il ne s'agit nullement de féminisme, mais tout simplement de traite négrière ». Et puis finalement, je suis retourné lire, parce que je ne vénère pas les films de comics. Pour moi, ils ne pourront jamais faire mieux que les comics dont ils sont adaptés. Mais j'apprécie vraiment, appelez ça un plaisir coupable ou ce que vous voulez, d'aller voir les aventures cinématographiques des super-héros que je lis depuis si longtemps sur le papier. Mais l'enjeu pour moi est moindre, je me régale à retrouver la petite famille Marvel que Marvel Studios nous offre depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai bien aimé voir tous les films d'ici, et par exemple les scènes notamment de Batman, même dans ceux de Zack Snyder. La super moustache aussi, allez. Chez les indés par exemple, peut-être mon film de comics préféré parce que je kiffe le délire de Sin City, le 1. J'adore la grande proximité avec le comics, parce que voilà, c'est les comics qui comptent avant tout pour moi. Et d'ailleurs, les comics de Carol Danvers, elles peuvent refléter ce film que j'ai quand même pris plaisir à regarder en gardant que le positif, parce que c'est sûr que c'est pas 100% positif. Ça alterne des moments vraiment médiocres, comme les comics de Miss Marvel des années 80, et je vous rappelle le personnage de Marcus Immortus. C'est le délire très chelou de celui qui a choisi de manipuler Carol Danvers pour l'amener dans les limbes, pour l'imprégner avec une version de lui-même, la renvoyer sur Terre sans qu'elle se souvienne qu'elle ait été imprégnée, et donc elle accouche de celui qui l'a imprégné, il grandit plus vite que la moyenne, il lui raconte ce qu'il lui a fait, et elle choisit quand même de rester avec lui dans ce comics qu'on aurait pu appeler Oedipe et GHB. On a du moitié-moitié comme sa lente ascension vers le pouvoir entre guillemets dans les années 2000, quand elle était encore Miss Tanga Marvel dans un costume aussi improbable que bandant, et puis il y a des véritables moments de grâce très bien faits qu'on pourrait comparer en qualité au run de Kelly Sue déconique, qui a permis véritablement au personnage d'embrasser tout son potentiel, déjà premièrement en lui changeant ce costume ridicule, et ensuite en l'adaptant à l'ère moderne. Et encore une fois, si vous voulez lire ce que DeConnick fait quand elle a les mains totalement libres, pas forcément chez Marvel, je vous conseille l'excellent Beach Planet qu'elle a fait dessiner par Landro de Landro. C'est chez Image ou Glénat. Donc au final, est-ce que c'est un film qui comporte du féminisme? Oui, mais moins que Wonder Woman à mon avis. Est-ce que c'est un film qui ne tourne qu'autour du féminisme et de la guerre des sexes? Loin de là, à mon goût. Ou alors autant que ce qu'Infinity War tournait autour de l'écologie. Et d'ailleurs, si on arrive à prendre Thanos
pour une menace crédible et pas le sexisme, c'est qu'on ne doit pas vivre dans le même monde. Ce que j'ai choisi de retenir de Captain Marvel, c'est que la guerre c'est mal, et que ça n'engendre rien de bon, que tout n'est qu'une question de point de vue. C'est la fameuse question, est-ce que 1492 c'est la date à laquelle on a découvert le nouveau monde, ou bien celle à laquelle on a baisé les Amérindiens, pour qui c'était l'ancien monde, en tout cas le seul. Et enfin, l'importance de communiquer, quels que soient nos désaccords. C'est pour ça que je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du film et de tout ça dans les commentaires. Franky. Et on reste dans la polémique, dans le clash, et je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je crois qu'on est arrivé à un point où les dessins de Frank Miller sont devenus plus clivants que ceux de John Romita Jr. Et oui, le fameux DC Black Label, le label qui me faisait le plus de mimolés chez les Big Two depuis quelques années, a du plomb dans l'aile, certes, à cause d'une histoire sans queue ni queue, mais vole tout de même, puisqu'on nous a dévoilé la couverture du fameux Superman Year One, donc par Frank Miller et John Romita Jr., un épisode qui va revenir sur les origines du Kryptonien, un truc qui est censé être sorti depuis des lustres, il y a un retard monstre, et en tout cas on peut voir qu'à Smallville, on kiffe les courses en sac. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de la couverture de Miller, des quelques planches mais qui sont encore en travaux qu'on a pu voir de Romita Jr. Et attention, pas de kiki, sinon c'est la censure. Giboulé des news. Et oui, on est en mars, c'est les giboulés, et on commence avec Mike Deodato Jr., l'artiste qui a annoncé qu'il quittait Marvel pour se consacrer à des projets indépendants, et qui annonce justement qu'il s'acoquine avec monsieur Jeff Lemire pour Berserker Unbound chez Dark Horse, et en gros, c'est les visiteurs version Conan le barbare. Et oui, on verra un barbare débarquer dans notre monde moderne auquel il devra d'abord s'acclimater avant de le sauver de la menace d'un grand sorcier. Et le bonus de Mimol, c'est qu'il y aura une variante cover de Mike Mignola. Vous le savez, j'adore quand c'est gros, et quoi de mieux que 1400 pages pour réunir l'intégralité du run de saga de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples en un seul compendium chez Image Comics. Donc les chapitres 1 à 54, ça sortira en octobre prochain. Alors faut savoir que c'est super chiant, puisque quand on lit ça, c'est tellement gros qu'on est obligé de faire comme Bane, on est obligé de casser le dos du livre, ça c'est chiant, mais bon. C'est aussi un format qui est pas très grand, c'est pas le papier le plus qualitatif, mais ça coûte dans les 60 $. Donc bon. Tiens, Marvel a présenté sa dernière création originale, le personnage de Wave, qui sera une héroïne philippine, et qui est justement co-créée par un artiste philippin avec qui Marvel a déjà collaboré à de nombreuses reprises, Leinil Francis Yu. Et son autre papa, Greg Pak, a l'habitude de collaborer avec des dessinateurs philippins, puisque son Planet Hulk avait été dessiné par l'excellent Carlo Pagulayan. Bon, étant donné que les Philippines c'est un archipel d'environ 8000 îles, qu'elle s'appelle Wave, ça veut dire vague, que y a un calamar géant derrière elle, et que Marvel n'est jamais trop subtil à ce niveau-là, on peut fortement supposer qu'il s'agit d'une héroïne avec des pouvoirs de type aquatique, comme Carapuce ou Aquaman. Lisez et lisez, et cette semaine j'ai lu, et le coup de cœur c'est clairement Generation Gone par André Lima Araujo, je sais pas comment on le prononce, Alex Scott et les sublimes couleurs de Chris O'Halloran. Un titre qui, comme beaucoup chez iComics, frappe juste, mais frappe quand même avec des moments déstabilisants, une véritable expérience de lecture. C'est l'histoire de 3 jeunes hackers sans forcément de perspective de futur, à qui on offre des super pouvoirs, mais du coup ils vont faire une toute autre signification pour le no future des punks. Un gros kiff. 2 salles, 2 ambiances. J'ai aussi fait le Snot Girl de Brian Lee O'Malley et de Leslie Hung. Donc c'est l'histoire d'une blogueuse de mode qui est un petit peu complètement même perchée, qui peut se transformer aussi en blogueuse de morve, puisque voilà, elle a des allergies un petit peu particulières, et ça la rend très loin du glamour qu'elle peut laisser paraître sur ses réseaux sociaux. Il y a toute une intrigue, et ça sera vraiment le 2e tome qui va cimenter mon avis, si vous voulez, si j'ai kiffé ou non. Mais le premier m'a pas déplu en tout cas. Voilà. J'ai enfin lu aussi Métaphase, donc de Chip Reese, de Peter Simeti et de Kelly Williams. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques JT. C'est le comics dont l'histoire est assez originale, puisque c'est un papa d'un jeune enfant trisomique qui a regardé un petit peu à quel héros pourrait s'identifier son fils dans la pop culture. Il n'y en avait pas, du coup qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris ses stylos, il en a créé un. C'est chez l'éditeur Alterna Comics, et ça pourrait être bien que ça arrive, que ça débarque en France. Et j'ai lu la biographie de Stan Lee par apparemment un petit peu Stan Lee, le scénariste Peter David et l'excellente Colleen Doran. Alors c'est la biographie de tous les superlatifs, comme toutes celles qui sont écrites par les
les intéresser forcément. Les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee, j'ai quand même kiffé, c'est en comics, alors on apprend des trucs. Stan Lee livre sa version des faits, mais bizarrement on revient pas sur les 10-15 années pendant lesquelles lui et les dessinateurs sous sa houlette ont révolutionné le médium du comic book. Il y a des gros mocos, des grosses crottes de nez lâchées sur Martin Goodman, le PDG de Marvel à l'époque. Il y a un très bel hommage à Joe Manili qui est mort, enfin vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre ou si vous cherchez sur internet. Il y a des tentatives de faire un monde honorable et de parler des brouilles, notamment entre Kirby et lui, entre Ditko et lui, mais il y a une espèce de fausse naïveté qui chez moi ne prend pas forcément, puisque on peut pas ne pas savoir pourquoi Ditko est parti, les raisons de la colère. Ditko lui a même fait un dessin, l'a même dessiné dans des magazines. Donc il s'agit pas de remettre en cause Papy Marvel, dont la notoriété, son côté showman, son côté Hugh Hefner a fortement bénéficié aux comics, à Marvel Comics, à sa vision aussi, et aux artistes qui étaient peut-être un petit peu plus introvertis que lui, à Jack Kirby, Ditko et tous les autres. Mais c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche, et donc je vous conseille par exemple les travaux de Jean Despelets en France et de Mark Evany aux États-Unis sur Jack Kirby, ou alors la biographie de Steve Ditko par Blake Bear. Attention, un vendredi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, un concours pour tenter de remporter, je l'ai pas là, j'ai oublié, Smart Girl de Fernando Danino aux éditions Réflexion. Je voulais absolument vous en offrir un et soutenir les éditions par la même occasion. D'ailleurs c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau tous les mardis, vous me faites bien délirer. Je remercie aussi tous ceux qui m'aident en mettant des pouces bleus, en partageant, voilà, en parlant autour de vous du JT Comics. Je le dis pas assez, mais voilà, merci, vous êtes tous très bienveillants et super. Donc je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Un petit peu de maths, moins c'est moins égale plus. La preuve, donc le logo dégueulasse du Punisher, le film de 2004, moins. La perruque et la coiffure dégueulasse de Donald Trump, moins. Et pourtant quand je vois cette casquette, j'ai envie de l'acheter, putain.